Actuellement, 4 petites planètes de type terrestre gravitent autour d'un des systèmes stellaires les plus proches de nous. On parle ici du deuxième plus proche. Ces petits mondes rocheux ont chacun une masse d'environ 20 à 30% de celle de la Terre. Donc pas tout à fait une Terre version 2.0, mais néanmoins assez solide. Est-ce que l'un d'eux deviendra notre nouvelle maison un jour? Eh bien, ils sont tous assez proches, donc les humains du futur pourraient en fait les visiter un jour, pas l'année prochaine ni rien, mais nous pourrions potentiellement y envoyer des missions. Ne vous attendez pas à des voisins extraterrestres, cependant. Ces planètes ne sont probablement pas habitables. Du moins, pas par quelque chose que nous reconnaîtrions. Jetons un coup d'œil à eux. Les planètes s'appellent Barnard B, C, D et E. Comme c'est créatif, n'est-ce pas? La plus proche a une masse de 26% de celle de la Terre. La deuxième est un peu plus grande, avec une masse de 30% de celle de la Terre. La troisième a 4% de masse en plus par rapport à la précédente. Et la plus éloignée est... Non, ce n'est pas la plus grande. En réalité, c'est juste un bébé, avec une masse de 19% de celle de la Terre. Toutes les planètes sont probablement rocheuses, comme les planètes internes de notre système solaire. Elles orbitent très près de leur étoile. C'est la raison pour laquelle elles ne prennent que quelques jours, moins d'une semaine, pour faire un tour complet. Alors, qu'en est-il de cette étoile autour de laquelle ces petits gars tournent? Elle s'appelle l'étoile de Barnard. Les astronomes ont toujours eu l'intuition qu'il pourrait y avoir au moins une planète en orbite autour d'elle. Tout d'abord, cette étoile est super proche, en termes cosmiques, bien sûr. Seul le trio d'Alpha Centauri est plus près de nous. L'étoile de Barnard se trouve à un peu moins de 6 années-lumière, ce qui est essentiellement à côté. En même temps, elle n'est pas comme notre Soleil. L'étoile de Barnard est une naine rouge, le type d'étoile le plus commun qui existe. Elle n'a qu'environ 1/6 de la masse du Soleil. Mais les naines rouges sont une mine d'or pour apprendre sur les planètes hors de notre système. Et étudier l'étoile de Barnard peut aider les scientifiques à comprendre à quoi ressemblent les planètes autour d'étoiles solitaires, comme notre Soleil ou cette naine rouge. Ou quel type d'environnement ces planètes pourraient avoir. Et surtout, nous pourrions enfin trouver la réponse à cette question super importante. L'un de ces endroits pourrait-il réellement abriter la vie? Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il pourrait y avoir une grande géante gazeuse semblable à Jupiter qui se trouvait près de l'étoile de Barnard. Tout cela parce que l'étoile a une petite oscillation. Il semble qu'elle se déplace vers et loin de la Terre avec le temps, donc quelque chose pourrait l'attirer. Il est intéressant de noter que ce n'était pas une planète géante qui exerçait cette attraction. Selon une étude de mars 2025, il s'agit en fait de 4 petites planètes rocheuses, chacune ayant environ 4 fois la masse de Mercure. Un jour, elles se sont alliées et ont commencé à exercer une traction ensemble sur l'étoile. Ces planètes sont incroyablement proches de leur étoile, si proches qu'elles peuvent en faire le tour en seulement quelques jours. Malheureusement, à cause de cela, elles pourraient être beaucoup trop chaudes pour héberger quelque chose comme la vie. De plus, puisque ces 4 semblent expliquer tous les mouvements de l'étoile, les chercheurs pensent qu'il n'y a probablement rien d'autre en orbite dans la zone habitable. Donc, il n'y a pas de Terre 2.0 en orbite autour de l'étoile de Barnard. Pourtant, c'est une découverte impressionnante, surtout sachant que cette étoile est fondamentalement notre voisine cosmique. De plus, le système ne restera peut-être pas hors de portée éternellement. Avec des moteurs à fusion nucléaire ou des voiles solaires, des systèmes de propulsion futuristes qui pourraient rendre le voyage bien plus rapide, nous pourrions probablement y aller un jour. Et alors, nous découvrirons enfin si ces mondes sont vraiment sans vie, et peut-être même les coloniserons-nous. Maintenant, voyons comment les scientifiques ont découvert les planètes cachées de l'étoile. Habituellement, les astronomes repèrent les exoplanètes lorsqu'ils les voient traverser devant leurs étoiles et bloquer ainsi une partie de la lumière. Mais l'étoile de Barnard est délicate car, de notre point de vue, c'est comme si nous regardions le système d'en haut, donc ces planètes ne bloquent pas la lumière de la manière habituelle. C'est pourquoi ils l'appellent le grand cachalot blanc de la chasse aux planètes. Pour contourner cela, les chercheurs ont utilisé un instrument ultra-sensible appelé Maroon X, attaché au télescope Gemini North sur le volcan Mauna Kea à Hawaï. Sur 112 nuits réparties sur 3 ans, le télescope a détecté de minuscules changements dans le mouvement de l'étoile. Ces déplacements ont permis aux scientifiques de déterminer combien de planètes doivent tirer sur l'étoile, ainsi que d'estimer leur taille. Au début, ils ont trouvé 3 planètes. Mais ensuite, ils ont utilisé un autre appareil, délicieusement appelé Espresso.
est situé au Very Large Telescope au Chili. Et ce n'est qu'après une dose de cet espresso qu'ils ont découvert une quatrième planète. En combinant les données des deux instruments, ils ont pu dire, plus ou moins avec confiance, que leur découverte était solide, pas seulement des anomalies aléatoires dans les données. Bien que les naines rouges comme l'étoile de Barnard soient le type d'étoile le plus courant dans l'univers, la plupart sont beaucoup trop éloignées pour que nous puissions facilement observer des planètes autour d'elles. Ces nouvelles découvertes suggèrent que de petites planètes rocheuses pourraient être assez courantes autour de ces étoiles. Et c'est énorme pour les découvertes futures. Maintenant, découvrir de nouvelles exoplanètes, c'est vraiment génial. Mais ce pourrait être encore plus excitant de s'attarder sur leur naissance et leur évolution. Et une étude récente a fait la découverte la plus plaisante qui soit. Des exoplanètes nouvellement nées pourraient en fait ressembler à des Smarties, ce bonbon britannique populaire, plutôt qu'à des sphères. Nous avons toujours un peu supposé que les jeunes planètes naissaient en forme de boule. Mais elles pourraient être des sphéroïdes oblongs à la place. Une équipe de scientifiques de l'université du centre du Lancashire en Angleterre a utilisé des simulations informatiques pour construire un modèle de la formation des planètes dans les disques de gaz dense entourant de jeunes étoiles. Ensuite, ils ont comparé ces modèles avec des observations réelles et ont remarqué que les jeunes planètes prenaient des formes assez inhabituelles. Le problème est que même si près de 6000 exoplanètes ont été découvertes jusqu'à présent, les astronomes ne comprennent toujours pas clairement la succession des événements marquant leur naissance et leur évolution précoce. Mais cette nouvelle recherche pourrait enfin éclaircir ce processus. Ainsi, les astronomes ont examiné les mécanismes de formation des planètes géantes gazeuses comme Jupiter et sont parvenus à la conclusion que les planètes se construisent à partir de leur centre. Par la suite, les chercheurs se sont concentrés sur les formes initiales de ces planètes. Ils étaient également intéressés par la façon dont ils pouvaient favoriser la croissance de ces graines planétaires. Comment pourraient-elles se transformer en de telles planètes massives, certaines d'entre elles étant plus grandes que les plus grands géants de notre système solaire? Selon la théorie standard de la formation des planètes, une telle croissance se produit de manière progressive et douce. Tout d'abord, les particules de poussière commencent à s'agglutiner, se transformant en objets de plus en plus grands. Ce processus dure très longtemps et est connu sous le nom de accrétion de noyaux. C'est le modèle de formation planétaire que les scientifiques privilégient. Il existe une autre théorie selon laquelle la naissance des planètes pourrait se produire sur des périodes plus courtes. Cette idée implique un disque protoplanétaire, un disque de gaz qui constitue 99% de sa masse, et de poussière, environ 1%. Ce disque orbite autour d'une étoile nouvellement formée, et hypothétiquement, les planètes pourraient se former à partir de ce nuage. Les disques protoplanétaires sont probablement des sous-produits courants de la formation stellaire. Ils peuvent aller de 0,001 à 0,3 masses solaires. À l'intérieur de ces disques, la matière se déplace lentement vers l'intérieur et les particules de poussière grossissent jusqu'à atteindre la taille de galets. À un certain moment, après 2 à 3 millions d'années, un disque protoplanétaire géant en rotation se brise en morceaux, et c'est ainsi que naissent les bébés planètes. Cette théorie est connue sous le nom de modèle de instabilité de disque. Quant au modèle élaboré par l'équipe, il semble soutenir cette deuxième théorie, moins favorisée, la formation rapide des planètes par instabilité du disque. Tout cela parce que cette théorie explique comment de grandes planètes peuvent se former relativement rapidement à des distances assez importantes de leurs étoiles hôtes. Quant à l'étrange forme aplatie de ces planètes nouvellement formées, cela pourrait être dû aux matériaux qui tombent sur elles. Très probablement, ils se dirigent principalement vers les pôles des nouvelles planètes. L'une des principales conclusions de la recherche est que l'apparence des jeunes exoplanètes, telles que nous les voyons depuis la Terre, peut varier en fonction de leur angle. Si la Terre est dirigée de face vers une exoplanète, il semblera que cette dernière est une forme sphérique traditionnelle. Mais si elle est vue de côté, une jeune exoplanète ressemblera à une vraie Smartie. L'équipe va continuer à enquêter sur la formation des planètes avec l'aide d'un modèle informatique amélioré. Il croit pouvoir découvrir le rôle que joue l'environnement autour d'une jeune planète dans l'affectation de sa forme et de sa formation. En février 2025, des scientifiques ont découvert quelque chose de bouleversant concernant l'intérieur de notre planète. Nous avons longtemps cru que le noyau interne de la Terre était une sphère solide et stable. Mais la réalité pourrait être bien différente, et quelque peu alarmante.
Une récente étude suggère que la surface du noyau pourrait être en train de subir des transformations structurelles à cet instant même. Des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont analysé plusieurs décennies de données sismiques et ont découvert que la surface du noyau interne semble se déformer sous l'influence du noyau externe. C'est la première fois que nous observons de tels changements et ils pourraient expliquer certaines des particularités les plus étranges de la rotation du noyau interne. Il se pourrait même que ce phénomène influence la durée des jours sur Terre. Le noyau interne de notre planète, situé à environ 5000 km sous la surface, est traditionnellement décrit comme une boule solide de fer et de nickel. Toutefois, de nouvelles données montrent que sa couche extérieure pourrait être plus malléable que nous ne le pensions. Cette découverte a été faite grâce à l'analyse des ondes sismiques provenant de séismes répétés près des îles Sandwich du Sud. Les chercheurs ont utilisé des techniques de résolution améliorées pour étudier ces signaux sismiques. Et ils ont pu observer des anomalies dans les ondes, ce qui les a conduits à une conclusion inattendue. Il doit y avoir des déformations à la surface du noyau interne. Et celles-ci pourraient être causées par des interactions violentes avec le noyau externe en fusion. Le noyau externe, lui aussi composé de fer et de nickel, mais liquide, joue un rôle très important. Il génère le champ magnétique terrestre. Auparavant, nous ne comprenions pas vraiment son impact sur le noyau interne. Mais maintenant, nous pensons que les turbulences du noyau externe perturbent la surface du noyau interne. Et cela pourrait entraîner des changements dans sa forme. Il se peut que ces perturbations expliquent le ralentissement progressif de la rotation du noyau interne. Les scientifiques l'observent depuis 2010. En surface, nous ne sommes pas capables de percevoir ces changements, mais ils pourraient avoir une influence sur la rotation globale de la Terre, ainsi que sur la durée des jours. Cette étude importante peut nous aider à mieux comprendre ce qui se passe au cœur de notre planète, comment les noyaux internes et externes interagissent et comment cela affecte le champ magnétique et le mouvement de la Terre. Évidemment, l'observation directe du noyau terrestre est impossible. C'est pourquoi les scientifiques utilisent des méthodes indirectes, comme l'analyse des ondes sismiques. Grâce à ces méthodes, nous sommes en mesure de déduire la structure et la composition du noyau. À mesure que ces ondes traversent les différentes couches, elles sont déviées ou freinées, et cela nous fournit des indices sur la nature des matériaux souterrains. Nous faisons également des expériences en laboratoire. Là, des chercheurs reproduisent les pressions et les températures extrêmes que l'on trouve dans le noyau afin d'étudier le comportement des alliages fer-nickel. Ils utilisent des instruments sophistiqués, tels que des cellules à enclume de diamant. Celles-ci leur permettent d'étudier ces conditions extrêmes. Ensuite, il y a l'étude des météorites. Le fait est que certains d'entre eux proviennent d'astéroïdes possédant un noyau métallique similaire à celui de la Terre. Leur composition chimique nous fournit parfois des indices sur les éléments présents dans les profondeurs de la Terre. Les scientifiques créent également des modèles numériques. En combinant les données sismiques, expérimentales et géochimiques, ils sont en mesure de simuler la dynamique interne du noyau. Mais que se passerait-il si le noyau de la Terre cessait soudainement de tourner ? Nous n'en savons rien, mais nous pouvons faire des suppositions. Si seul le noyau interne, solide, s'arrêtait, la réponse est, pas grand-chose. S'il ne ralentissait pas seulement son mouvement, c'est ce qu'il fait en ce moment même, mais s'arrêtait complètement. C'est la vitesse de rotation de la Terre qui en subirait les conséquences principales. Nos journées deviendraient plus longues. Avec le temps, cela pourrait affaiblir le champ magnétique de la planète. Ce qui serait une mauvaise nouvelle, mais pas aussi catastrophique que ce qui se produirait si c'est le noyau externe qui cessait de tourner. Là, les choses deviendraient vraiment sérieuses. Sans la rotation du noyau externe, la Terre perdrait complètement son champ magnétique, et la perte de ce bouclier protecteur déclencherait une réaction en chaîne désastreuse. Tout d'abord, les plaques tectoniques commenceraient à entrer en collision de manière chaotique. Imaginez-vous dans un bus au moment où le conducteur freine brusquement. Vous êtes projeté contre les autres passagers ou sur le sol. La planète vivrait quelque chose de similaire, mais avec les plaques tectoniques. Ces collisions violentes provoqueraient d'énormes tremblements de terre partout où se touchent les plaques, détruisant bâtiments, ponts et routes. Les systèmes de distribution d'eau et d'électricité, ainsi que les lignes téléphoniques, seraient instantanément détruits. Et ce ne serait que le début, sans le champ magnétique, les radiations cosmiques commenceraient à frapper la surface de la Terre. Ces particules à haute énergie provenant du Soleil interagiraient avec l'oxygène et l'azote de notre atmosphère, endommageant la couche d'ozone.
et encore plus de radiation atteindrait de la surface de la Terre, causant d'innombrables dégâts. Tout l'électronique tomberait en panne, les réseaux électriques s'effondreraient et les systèmes de communication seraient coupés. Mais les conséquences ne concerneraient pas seulement les humains. Toutes les formes de vie seraient en danger. De nombreux animaux, comme les oiseaux migrateurs et les tortues, s'orientent grâce au champ magnétique terrestre. Sans lui, ils seraient complètement perdus. Les oiseaux ne trouveraient plus leur chemin et les tortues seraient incapables de savoir où se trouvent les plages où elles pondent leurs œufs. Heureusement, nous n'avons pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Il est très peu probable que le noyau externe de la Terre cesse de tourner de notre vivant, s'il le fait jamais. Nous sommes donc en sécurité de ce côté-là. Mais pour vraiment comprendre la Terre, il faudrait descendre à 6440 km sous la surface. Notre planète possède 4 couches principales, du centre jusqu'à la surface. Le noyau interne, le noyau externe, le manteau et la croûte. À l'exception de la croûte, personne n'a jamais exploré ces couches plus profondes en personne. Nous n'avons réussi à forer qu'à la modeste profondeur de 12 km. Et cela nous a pris 20 ans. Au centre même de la Terre se trouve le noyau interne, une boule métallique solide d'environ 1220 km de rayon, soit environ les 3/4 de la taille de la Lune. Il se trouve entre 6400 à 5200 km au-dessous de la surface. Composé principalement de fer et de nickel, ce noyau est incroyablement dense. Il tourne un peu plus lentement que le reste de la Terre et est extrêmement chaud, atteignant une température de 5400 degrés Celsius, comme à la surface du Soleil. La pression y est stupéfiante, plus de 3 millions de fois supérieure à la pression que nous ressentons à la surface. Certaines recherches suggèrent même qu'il pourrait y avoir un noyau encore plus petit et plus dense à l'intérieur du noyau interne, et il serait principalement constitué de fer. Le noyau externe est également composé de fer et de nickel, mais sous forme liquide. Il se trouve entre 5200 à 1000 km sous la surface. Sa chaleur provient principalement de la désintégration radioactive d'éléments comme l'uranium et le thorium qui provoquent un brassage du liquide, des courants massifs et turbulents. Ce mouvement crée des courants électriques qui génèrent le champ magnétique terrestre. Fait intéressant, le champ magnétique terrestre s'inverse environ tous les 200 à 300 000 ans, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi cela se produit. Le manteau est la couche la plus épaisse de la Terre, s'étendant sur près de 3000 km de profondeur. Il commence à environ 30 km sous la surface. Composé de fer, de magnésium et de silicium, il est dense, chaud et semi-solide. Pour l'imaginer, pensez à du caramel mou. Comme le noyau externe, le manteau circule également, mais il se déplace beaucoup plus lentement. Plus près de la bordure supérieure du manteau, entre 100 et 200 km sous terre, la chaleur est si intense qu'elle fait fondre la roche. Il en résulte une couche partiellement fondue, que l'on appelle l'asténosphère. Les géologues pensent que cette couche molle, chaude et glissante est ce qui permet aux plaques tectoniques de la Terre de se déplacer. Certains des diamants que nous trouvons sur Terre proviennent du manteau. La plupart d'entre eux se forment à des profondeurs supérieures à 200 km. Mais des diamants super profonds, beaucoup plus rares, peuvent se former à une profondeur de 700 km. C'est la kimberlite, une roche volcanique riche en magnésium, qui ramène ces diamants à la surface. La partie la plus externe du manteau, plus froide et plus rigide, se comporte davantage comme la croûte qui la recouvre. Ensemble, ces deux couches forment la lithosphère. Quant à la croûte elle-même, c'est la couche la plus externe de la Terre. Elle fait environ 40 km de profondeur et ne constitue qu'1% de la masse de notre planète. Et pourtant, elle abrite toute la vie connue dans l'univers. Je ne souhaite pas vous inquiéter, mais un phénomène étrange s'est produit dans les profondeurs de l'espace. Il s'agit d'une explosion plus brillante que des milliards de soleils. Cependant, le véritable mystère réside dans le fait que ce phénomène ne correspond à rien de ce que les astronomes ont observé jusqu'à présent. Habituellement, les événements cosmiques de ce type suivent des schémas familiers. Ce n'est pas le cas ici. Il s'agit d'une anomalie cosmique. Cette étrange explosion cosmique a laissé les astronomes totalement perplexes. Il pourrait s'agir d'un événement extrêmement rare, le fruit d'une parfaitement coïncidence, ou bien de quelque chose de complètement nouveau et inédit.
Cet événement a été détecté pour la première fois par un télescope spatial à rayons X appelé Einstein Probe le 8 avril 2024. Au début, il semblait s'agir d'un sursaut gamma classique. Ils émettent généralement des rayons X incroyablement brillants. Mais la réponse pouvait-elle vraiment être aussi simple? Quelque chose ne collait pas. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers et peuvent se produire de manière inattendue. Les sursauts de longue durée sont causés par la mort d'étoiles massives qui tournent à une vitesse incroyable. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible, leur cœur s'effondre sous l'effet de la gravité, formant un objet extrêmement dense, comparable à un trou noir. Simultanément, les couches externes de l'étoile sont projetées au loin. On appelle cela une supernova. Les sursauts gamma sont suivis de jets. Il s'agit de deux faisceaux de matière qui jaillissent des côtés opposés de l'objet qui s'effondre. Ils sont extrêmement rapides, atteignant presque la vitesse de la lumière. Ces jets nous semblent plus brillants lorsqu'ils sont dirigés directement vers nous. C'est comme avec une lampe torche. Elle est plus lumineuse lorsqu'on la pointe vers soi. Mais revenons à notre étrange explosion cosmique. Vous vous souvenez que je vous ai dit que quelque chose ne collait pas? C'était il y a seulement 45 secondes. Le problème, c'est que lorsque plusieurs télescopes ont observé cet événement dans différentes longueurs d'onde, ultraviolet, optique, proche infrarouge, radio, rayons X, rayons gamma, etc., ils ne correspondaient à aucun type d'événement connu. Selon les recherches actuelles, l'explication la plus probable est que cette explosion est le résultat d'une naine blanche déchirée par un trou noir de taille moyenne. Mais ce n'est pas si simple. Les trous noirs sont des zones de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est pourquoi on les appelle des trous noirs. On pense que les étoiles dont la masse est au moins 3 fois supérieure à celle de notre Soleil peuvent s'effondrer sous leur propre gravité une fois qu'elles ont épuisé leur combustible stellaire. Lorsqu'une étoile contient autant de masse dans un espace aussi restreint, sa gravité devient si puissante qu'elle force tout, y compris les atomes, à se comprimer. Cette densité intense conduit à la formation d'un trou noir. Lorsqu'une naine blanche est déchirée par un trou noir de taille moyenne, il en résulte un jet de matière à grande vitesse qui peut être dirigé directement vers la Terre. Cette catastrophe spatiale pourrait-elle donc être à l'origine du mystérieux événement dont nous parlons? Malheureusement, même si elle coche les cases de plusieurs phénomènes, dont celui impliquant une naine blanche, elle ne répond pas à tous les critères. La courte durée et la forte luminosité de l'événement sont difficiles à expliquer à l'aide des scénarios que nous avons à notre disposition. Cela signifie-t-il que nous avons découvert quelque chose de complètement nouveau? L'univers fourmille de flashs énergétiques causés par des explosions d'étoiles, des trous noirs, des supernovas, des engloutissements stellaires et ainsi de suite. Les astronomes déterminent généralement la nature de ces événements en analysant leur durée, leur fréquence, leur source et la combinaison spécifique des longueurs d'onde qu'ils émettent. Mais je dois dire quelques mots sur l'instrument qui a découvert cette anomalie spatiale. L'Einstein Probe est un projet de télescope spatial à rayons X dirigé par l'Académie chinoise des sciences en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Institut Max Planck de physique extraterrestre. Ce projet vise à étudier les événements spatiaux à haute énergie sur une longue période. Son objectif principal est de trouver des trous noirs inactifs et de comprendre comment la matière y tombe en repérant les sursauts de rayons X produits par ces événements. L'Einstein Probe espère également capter les signaux électromagnétiques provenant d'événements qui provoquent des ondes gravitationnelles, comme la fusion de neutrons. Il surveille également l'ensemble du ciel, afin de détecter toutes sortes d'explosions et de suivre les sources de rayons X déjà connues. Après l'observation de ce flash ultra-lumineux par l'Einstein Probe, l'événement a également été observé par plusieurs autres télescopes terrestres et spatiaux, notamment NuSTAR, Swift, Gemini, Keck, la Dark Energy Camera, le Very Large Array, l'Australia Telescope Compact Array et le Neutron Star Interior Composition Explorer. À partir de toutes ces données, les astronomes ont reconstitué les caractéristiques de l'événement, mais cela n'a pas permis de clarifier la situation. Au contraire, cela n'a fait qu'épaissir le mystère. Cet événement s'est manifesté sous forme de rayons X pendant les 10 premières secondes, puis s'est stabilisé pendant environ 4 jours avant de s'éteindre rapidement en l'espace d'une journée. Cette durée est beaucoup plus longue que celle des sursauts gamma classiques, qui durent généralement de quelques millisecondes à plusieurs heures. Cependant, elle n'était toujours pas suffisante pour correspondre à d'autres catégories connues. La luminosité de l'événement en rayons X était également inhabituelle.
Elle était trop intense pour certains types de phénomènes, mais pas assez pour d'autres. Le plus intriguant est que le Very Large Array n'a détecté aucune émission radio provenant de la source lorsqu'il l'a observée 11 jours, 158 jours et 258 jours après le premier flash. Normalement, lorsqu'un phénomène aussi brillant dans les rayons X dure aussi longtemps, il est généralement associé à un équivalent radio-lumineux. Mais dans ce cas, aucun signal radio n'a été détecté, ce qui est très étrange et renforce le mystère. Les astronomes n'ont pas abandonné et ont envisagé plusieurs autres possibilités, comme les transitoires optiques bleus rapides. Il s'agit d'une nouvelle classe d'explosion qui libère d'énormes quantités d'énergie et projette de la matière dans l'espace à des vitesses incroyablement élevées. Ces sursauts sont si puissants qu'un F-boat peut être 10 fois plus puissant qu'une supernova ordinaire. Les transitoires optiques bleus rapides ressemblent à des explosions de supernova, mais ils sont beaucoup plus rapides. Ils s'embrasent et s'éteignent beaucoup plus rapidement que les supernovas classiques. Ils sont également beaucoup plus chauds, ce qui rend leur lumière plus bleue que celle des autres supernovas. Comme ces explosions se produisent très rapidement, il est difficile de déterminer leur cause. En janvier 2019, les astronomes ont réduit les causes possibles à 2. Un trou noir absorbant une naine blanche ou un type rare de supernova conduisant à la formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Une autre explication de cette mystérieuse explosion spatiale, que les astronomes considèrent comme la plus probable, est un phénomène de perturbation gravitationnelle. Cela se produit lorsqu'un trou noir avale une étoile, provoquant un flash lumineux. Lorsqu'une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif, elle ne s'en échappe pas facilement. Les puissantes forces gravitationnelles du trou noir déchirent l'étoile, la brisant et l'attirant vers l'intérieur. Ces restes se transforment en un flux de débris, qui tombe vers le disque d'accrétion du trou noir. Cependant, avant que les débris ne se déposent dans le disque, ils passent au-delà du trou noir en suivant une trajectoire elliptique, avant d'être ramenés vers lui. À un moment donné de cette trajectoire, les débris entrent en collision violente avec d'autres parties de l'étoile qui sont attirées vers le trou noir, et c'est à ce moment-là que nous commençons à observer les premières émissions. Dans certains cas rares, les événements de rupture par effet de marée créent d'énormes jets de matière qui jaillissent des pôles du trou noir. Si ces jets pointent directement vers la Terre, nous pouvons observer les traces de l'événement. Cela ressemble souvent à un trou noir de masse intermédiaire en train de dévorer une étoile naine blanche. Cependant, il devrait encore y avoir des émissions radio provenant du jet d'un événement de rupture par effet de marée. La raison pour laquelle aucune n'a encore été détectée pourrait s'expliquer par le fait que l'événement a probablement été observé trop tôt. Des études précédentes suggèrent qu'il peut s'écouler des centaines, voire des milliers de jours, avant que la matière du jet ne ralentisse suffisamment pour commencer à émettre des signaux radio. Si de futures observations détectent des émissions radio, cela pourrait aider à résoudre le mystère. Mais s'il n'y a pas de signaux, cela pourrait signifier qu'il s'agit d'un sursaut gamma très inhabituel ou de quelque chose de complètement nouveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Imagine que tu sois l'une des premières personnes envoyées pour explorer Mars. Alors que tu approches de la planète rouge, quelque chose d'étrange et d'effrayant attire ton attention. Là, oui, juste là. Ne ressemble-t-elle pas à une tête d'ours en peluche ? Qui donc, pourrait bien avoir créé le museau d'un ours au beau milieu d'un cratère ? Hélas, ou devrait-on dire heureusement, cette tête d'ours n'a rien de mystérieux. Il s'agit seulement d'un exemple frappant de pareidolie faciale. Il s'agit d'une tendance très humaine à distinguer des visages dans les objets du quotidien. Mais en parlant de cette découverte martienne, devrions-nous renommer le phénomène en pareidolie de l'ours ? D'accord, regarde plutôt ça. Tu vois cette colline en forme de V qui ressemble à un nez. Ensuite, il y a 2 cratères qui ressemblent à des yeux. Enfin, une fracture circulaire, la tête entoure le nez et les yeux. Les experts pensent que ce visage a pu être créé lorsqu'un dépôt s'est déposé sur un cratère d'impact enfoui. Quant au nez, il pourrait s'agir d'une cheminée volcanique ou de boue, entourée de coulées de lave ou de sédiments solidifiés. Quoi qu'il en soit, ce cratère ressemble à la tête d'un ourson. Ça, on te l'accorde, mais grâce à IRIS, la caméra High Resolution Imaging Science Experiment de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, un autre des très nombreux acronymes de la NASA, nous avons pu observer beaucoup d'autres cratères bizarres sur la planète rouge, comme des visages souriants, un oiseau ou un éléphant. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au célèbre « Visage de Mars ». Ces images ont été prises pour la première fois par l'Orbiter Viking en 1976. À l'époque, la résolution était évidemment très faible et l'éclairage se trouvait incliné.
Ce qui a produit ce résultat qui a choqué les gens dans les années 1970. Un visage taillé dans la roche qui regarde vers la Terre. Cela signifiait-il qu'une autre civilisation sur Mars avait créé ce monument? Non. Regarde donc une photo du même endroit prise par l'actuel Mars Reconnaissance Orbiter. La résolution est bien meilleure, et le visage s'est miraculeusement transformé en une colline ordinaire. Ou encore, ce tout petit Bigfoot dont l'image a été prise en 2008. On dit tout petit parce que cette créature ne mesure que quelques centimètres. Et lorsque la photo a été prise, Bigfoot ne se trouvait qu'à quelques mètres de l'appareil. Et ici, un petit curieux a zoomé sur un rocher et a repéré quelque chose qui s'apparentait à un gorille. C'est ainsi que certains ont commencé à croire qu'il y avait des singes sur Mars. Oui, vraiment. Permets-nous de te présenter quelques autres exemples de créatures et de visages imaginaires de la planète rouge. La plupart d'entre eux proviennent d'une série d'images prises par la caméra Thémis. Elle se trouve actuellement à bord de la sonde Mars Odyssey, qui n'a besoin que de 2 heures pour accomplir une orbite autour de la planète rouge et qui transporte d'importants instruments scientifiques. Faisons maintenant la connaissance de My Happy Martian. Ce cratère de 3 km de large a été photographié en 2008. La chaîne de cratères suivante ressemble à une grosse abeille, avec ses ailes faites de débris d'impact. L'ensemble a probablement été créé par une météorite tombée à un angle très incliné, et qui s'est brisée en morceaux juste avant l'impact. Vois-tu ici un mammouth laineux ou un éléphant? Les coulées de lave d'une région de Mars ont imprimé cette image sur son sol rougeâtre. La région elle-même, appelée Elysium Planitia, est célèbre pour arborer les plus jeunes coulées de lave de la planète. Par exemple, celle qui ressemble à un éléphant s'est probablement formée au cours des 100 derniers millions d'années. Ah, ça ne me rajeunit pas. Parlons maintenant d'amour, ou plutôt de son symbole, le cœur. Tu aimes ces 2 cœurs à la surface de la planète rouge? Celui-ci est en fait le sommet d'une mésa soulignée par le gel environnant. Et cette forme de cœur-ci est due à un cratère d'impact qui a arraché les matériaux sombres de la surface et exposé un sol plus clair en dessous. Une partie de ces matériaux a probablement volé au loin, créant ainsi ce cœur. Et voici un colibri couvert de poussière. Peux-tu distinguer son long bec et sa tête? Les scientifiques ne savent pas exactement comment cette forme est apparue, mais ils pensent que l'érosion et le vent ont joué un rôle dans sa création. Les dépôts minéraux sombres sur ces dunes ressemblent à un loup hurlant à la lune. Et ici, vois-tu une série d'engrenages imbriqués? Et cette image-là ressemble à la lettre T, n'est-ce pas? Ces fractures à angle droit ont été créées par l'étirement tectonique de la croûte martienne. Penses-tu que nous pourrions découvrir d'autres lettres de l'alphabet sur Mars? Pourquoi pas, après tout? Et maintenant, que dire d'une autre chose étrange que les astronomes ont remarqué à la surface de Mars? Est-ce que c'est la porte de la maison de quelqu'un? C'est le rover Curiosity de la NASA qui a transmis cette image à la Terre. Elle est devenue virale. Parce que cette formation juste ici, tu vois, ressemble à s'y méprendre à une porte. Malheureusement, les scientifiques, fidèles à leur esprit cartésien, n'ont pas tardé à nous décevoir. Ils ont avancé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices leur ont fait penser qu'il ne s'agissait pas d'une véritable porte. Par exemple, l'ouverture est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Ils sont persuadés que ce que nous prenons pour une porte n'est en fait qu'une anfractuosité dans la roche créée par des forces naturelles, comme le vent et l'érosion. Si tu regardes la roche de près, tu remarqueras peut-être des strates, c'est-à-dire des couches de limon qui ressortent parce qu'elles sont plus dures que le matériau qui les entoure. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues, il y a environ 4 milliards d'années, dans le lit d'une rivière, ou une dune, balayée par le vent. Depuis que ces strates sont devenues invisibles, les puissants vents martiens les ont encore plus érodées. Et regarde plutôt ça, tu vois ces fissures? C'est ainsi que les roches se dégradent sur la planète rouge. Cette petite grotte s'est probablement formée lorsque plusieurs fractures ont traversé les strates. Un rocher assez gros a pu s'effondrer sous son propre poids, et c'est ainsi qu'est née l'ouverture en forme de porte. Cette théorie semble tout à fait plausible, car même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle l'est tout de même suffisamment pour accomplir cela. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Il présente un bord vertical étrangement lisse. Ce doit être lui le responsable, et il s'est probablement affaissé il n'y a pas si longtemps. Mais la planète rouge n'est pas la seule à pouvoir se targuer de ces formations inhabituelles. Prenons par exemple cette comète. Cette image a été prise par la sonde européenne Rosetta en 2014. Vois-tu un visage sur son côté droit? Ou prends encore la Lune. Voici son célèbre lapin. Il est assis à l'envers, les oreilles dirigées vers le bas. Certains voient aussi un homme sur la Lune. Il peut s'agir de son visage ou de son corps tout entier. Si quelqu'un distingue la figure humaine dans son ensemble, il aura généralement l'impression qu'elle porte un bâton. Parfois, il s'agit d'un crapaud,
Pour le repérer, il suffit de regarder en haut à gauche de notre satellite. Le crapaud est tourné vers le haut, tu vois? Maintenant, regarde cette étoile à neutrons qui tourne sur elle-même. Un tel astre est le noyau effondré d'une étoile gigantesque d'une masse totale de 10 à 25 masses solaires. À l'exception des trous noirs et de certains objets hypothétiques, comme les étoiles à quarks ou les trous blancs, les étoiles à neutrons sont les objets stellaires les plus denses et les plus petits que nous connaissions. Quoi qu'il en soit, revenons à cette étoile en particulier. Comme tu le vois, cet objet spatial situé à 17 000 années-lumière de la Terre est entouré d'un nuage de particules énergétiques. Cette image, prise par Chandra, le télescope spatial à rayons X de la NASA, est parue en 2009 et est rapidement devenue virale. Tout cela parce que de nombreuses personnes ont repéré une structure ressemblant à une main au milieu de toute cette matière spatiale en suspension. La NASA a expliqué que l'étoile tournait à une vitesse prodigieuse et qu'elle projetait de l'énergie dans l'espace environnant. Cela crée des structures complexes et intrigantes, comme la grande main cosmique que tant de gens voient ici. Observe maintenant la nébuleuse de la tête de cheval dans la constellation d'Orion. Il s'agit d'un nuage sombre et glacial de poussière et de gaz qui a été observé pour la première fois en 1888. Cette ombre est sculptée dans la poussière même. À la base de la nébuleuse, on compte de nombreux points lumineux. Ce sont de jeunes étoiles en cours de formation. Observe plutôt cette étoile extrêmement brillante en haut à gauche de la tête de cheval. Son rayonnement est si intense que l'étoile commence à éroder le nuage qui l'entoure. Cela signifie que dans des millions d'années, la nébuleuse pourrait ne plus ressembler à une tête de cheval. Nous, on ne sera plus là à ce moment-là. Enfin, le très grand télescope de l'Observatoire européen austral a capturé une image dans laquelle on peut observer la collision de 3 galaxies différentes. On peut même observer l'effet qu'elles exercent l'une sur l'autre. Mais le plus singulier, c'est qu'en entrant en collision, elles ont créé cette forme reconnaissable. Ne ressemble-t-elle pas à un colibri géant de l'espace ? Elles ne devraient pas exister. Personne ne s'attendait à les découvrir. Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer leur formation. Et pourtant, ça n'a pas empêché le télescope spatial James Webb de les identifier. Ces 6 galaxies, aussi massives que notre Voie lactée, sont peuplées d'étoiles rouges matures. Elles se trouvent si loin de nous qu'elles apparaissent comme de minuscules points rouges, même pour ce télescope de pointe. Les astronomes ont analysé la lumière émanant de ces galaxies et ont estimé leur âge. Elles seraient apparues 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Les galaxies aussi jeunes ne sont pas vraiment rares. Les scientifiques pensent que les premiers amas d'étoiles ont pu émerger peu de temps après que l'univers a quitté ce qu'on appelle l'âge sombre, qui correspond aux 400 premiers millions d'années de son existence. À cette époque, seul un épais brouillard d'atomes d'hydrogène remplissait le cosmos. Ce qui est particulièrement étrange à propos de ces galaxies, c'est leur taille démesurée et l'âge avancé des étoiles qui les composent. Cela contredit les théories actuelles sur l'apparence et l'évolution de l'univers dans ces premières années. De plus, ces observations diffèrent de celles effectuées précédemment par le télescope spatial Hubble, le prédécesseur moins avancé de James Webb. Alors, selon les scientifiques, à quoi sont censées ressembler ces premières galaxies? La réponse est simple, jeunes et petites. En effet, jusqu'à présent, la plupart des galaxies de l'univers primitif découvertes étaient des bébés de l'espace, petites et bleutées. Elles semblaient n'avoir émergé que récemment de la soupe cosmique primordiale et étaient encore en train de former leurs premières étoiles et d'autres ensembles. La plupart des jeunes étoiles sont en réalité bleues. En vieillissant, elles acquièrent une teinte plus rougeâtre après avoir brûlé leur carburant stellaire et refroidi. C'est pourquoi les astronomes ne s'attendaient pas à découvrir des étoiles rouges vieillissantes dans les anciennes galaxies que le télescope James Webb a été conçu pour observer. Une autre surprise inattendue aurait été de découvrir des galaxies plus massives qu'1 milliard de soleils. Et pourtant, c'est bel et bien ce qui s'est produit. Les galaxies récemment découvertes sont presque aussi immenses que la Voie lactée, avec des masses respectives seulement 2 à 4 fois moindres. Le plus étonnant est que ces galaxies étaient déjà aussi vastes, alors que l'univers n'avait atteint que 3% de son âge actuel. Mais avant que les astronomes ne révisent leurs théories afin d'expliquer comment des galaxies tellement immenses ont pu se former si rapidement après le Big Bang, il est crucial de vérifier que ces observations ne soient pas dues à un autre phénomène spatial. Même dans ce cas précis,
la plupart des théories alternatives nécessitent l'introduction de concepts entièrement nouveaux. L'une de ces théories propose que les étoiles dans l'univers primitif émettent de la lumière de manière inhabituelle. Étant donné que les astronomes n'en étaient pas conscients, cette possibilité n'a pas été incluse dans leur modèle. Ou bien, ce que nous savons de la formation des étoiles pourrait être inapplicable à l'univers primitif. Si l'une de ces théories s'avérait exacte, cela révolutionnerait complètement notre compréhension de la formation stellaire. Passons maintenant à l'appareil qui a permis aux astronomes de découvrir ces galaxies extraordinaires. Le télescope spatial James Webb est une merveille technologique environ 100 fois plus puissante que le télescope spatial Hubble. Et Hubble, en son temps, a pu observer des objets situés à 13,4 milliards d'années-lumière. Le télescope James Webb est également très coûteux, et c'est un euphémisme. Bien que son coût initial ait été estimé entre 1 et 3,5 milliards de dollars, le développement complet aura finalement coûté la bagatelle de 10 milliards. En comparaison, la construction et le lancement du télescope Hubble avaient coûté 4,7 milliards de dollars à la NASA, avec 1,1 milliard supplémentaire requis pour le réparer en orbite. Bien que le télescope spatial James Webb ait la hauteur d'un bâtiment de 3 étages et la taille d'un court de tennis, ses miroirs sont les plus légers parmi tous ceux des grands télescopes jamais construits. Lors de leur conception, leur poids a été réduit de 92%. À première vue, les miroirs du télescope semblent être faits d'or, mais ils sont en réalité composés de beryllium, un métal léger et fragile, de couleur gris-acier. Bien qu'un revêtement en or soit appliqué à chaque miroir, ils ne peuvent pas en être entièrement fabriqués, car ce matériau précieux se dilate et se contracte avec les variations de température. De fait, la quantité totale d'or utilisée dans le télescope James Webb est inférieure à 57 grammes, ce qui représente une pièce d'or de la taille d'une balle de golf. Les couches d'or qui recouvrent les miroirs ont une épaisseur de seulement 1000 atomes. Quant aux capacités du télescope, il peut distinguer nettement une pièce d'1 centime à une distance de 38 km et un ballon de football à 550 km. Le côté télescope de James Webb maintient une température n'excédant pas les 223 degrés Celsius, autrement dit suffisamment froide pour liquéfier l'azote. Un bouclier solaire géant à 5 couches entoure le télescope et réfléchit la lumière solaire, permettant ainsi de garder l'appareil à une température peu élevée. On pense que James Webb pourra détecter de l'eau sur des exoplanètes éloignées. Depuis longtemps, les astronomes découvrent de nouvelles planètes orbitant autour de leurs propres étoiles, en observant les légères variations de luminosité qui se produisent lorsque les planètes passent devant leur astre. De plus, il est possible d'analyser la signature spectrale de la lumière pour déterminer la composition chimique d'une planète. Les signatures les plus fortes et les plus lisibles apparaissent dans le spectre infrarouge. Et, devinez quoi? Le télescope James Webb est équipé d'instruments infrarouges de pointe. Ceux-ci peuvent aider les scientifiques à découvrir de nouvelles planètes et même à identifier la présence d'eau sur celles-ci. Le télescope a été lancé près de l'équateur car la rotation de la Terre y est légèrement plus rapide, donnant ainsi une impulsion supplémentaire à la fusée. Une fois que le télescope spatial James Webb sera à court de carburant, il continuera de graviter autour du Soleil indéfiniment. Bien que l'engin n'ait pas été conçu pour être entretenu ou amélioré, il pourrait potentiellement être ravitaillé par des robots, ce qui prolongerait sa durée de vie. Au départ, les astronomes étaient convaincus qu'il faudrait du temps à James Webb pour découvrir quoi que ce soit d'excitant. Ils pensaient que les premières galaxies observées seraient si sombres et si petites que le télescope ne découvrirait que quelques rares candidates éloignées. Cependant, les résultats ont surpassé toutes leurs attentes. Dès la diffusion des premières images, les scientifiques ont commencé à découvrir d'innombrables galaxies, vastes, brillantes et remarquablement anciennes. La compétition entre groupes de recherche pour repérer de nouveaux amas battant tous les records perdure encore aujourd'hui. Un astronome a même affirmé que la communauté scientifique était en effervescence, car personne n'avait vraiment anticipé de résultats aussi spectaculaires.
L'un des principaux objectifs du télescope Webb est d'observer la lumière des toutes premières étoiles et galaxies de l'univers. Hélas, plus un objet est déjà éloigné, plus il s'éloigne rapidement de nous, et plus la lumière qu'il émet doit parcourir de distance, s'étirant ainsi vers l'infrarouge du spectre, un phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge en astronomie. Pourtant, grâce à ces instruments infrarouges de pointe, James Webb peut nous révéler des mondes jusqu'alors invisibles. Grâce à ce télescope, nous avons pu observer des galaxies incroyablement lointaines, formées il y a environ 13,8 milliards d'années. Cela signifie que la lumière détectée par James Webb a mis plus de 13 milliards d'années pour atteindre la Terre. Pouvez-vous imaginer ce que ça représente? Parmi ces galaxies, l'une se distingue particulièrement. Elle semble être la plus ancienne jamais découverte par les astronomes. Elle se nomme Galas ZM13 et remonte à seulement 300 millions d'années après le Big Bang. La galaxie la plus ancienne, précédemment identifiée par les scientifiques, GN-ZA11, avait été découverte par le télescope spatial Hubble et date de 400 millions d'années après le Big Bang. Au cours de cette période à peine explorée, les toutes premières galaxies et étoiles ont commencé à émerger. Mais comment ce processus s'est-il déroulé exactement? Personne ne le sait avec certitude, du moins pour l'instant. Ce phénomène pourrait dépendre de lois physiques inconnues, incluant l'influence de la matière noire et de l'énergie sombre, ou de certaines interactions encore peu étudiées entre le gaz, la poussière et la lumière stellaire. Le fait est que, grâce au télescope Webb, les scientifiques peuvent désormais tester leurs théories sur les événements survenus après la naissance de l'univers.